Leur mère a fait le tout premier trompe-l'œil en Tunisie, qui est cette cerise-là. Donc on a regardé la recette originelle. Bonjour, vous êtes le petit-fils de Sarida? Bonjour, oui c'est ma grand-mère. C'est ici que se trouve son héritage. Venez, je vous montre. Ah, c'est elle? Exactement. Ma grand-mère, elle n'était pas du tout pâtissière de base, c'est juste une passionnée par la pâtisserie française. Grâce à ça, elle a réussi à vivre de sa passion. Elle faisait des stages pour apprendre justement la pâtisserie et la gastronomie française. Elle trouvait toujours un pont entre la gastronomie tunisienne, parce qu'elle est d'origine tunisienne, et la gastronomie française. Moi, je suis né en France, j'ai vécu en France, et je rentrais souvent à Tunis pendant les vacances. Du coup, quand elle cuisinait, je me mettais à côté d'elle. Alors, j'essayais toujours de piquer un ou deux macarons. Je goûtais les plats qu'elle était en train de préparer. J'ai quelques petites photos. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à reprendre tout ça? Alors moi, j'étais très très proche d'elle. J'adorais ce qu'elle me cuisinait. Donc, c'est un bel hommage que je pouvais lui rendre. Ici à Paris, d'ouvrir une boutique, d'avoir son nom sur une rue parisienne, pour moi, c'était la boucle devait être bouclée en tête. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a ramené de français en Tunisie? Ça, ce sont ses tout premiers produits. Le nougat de Montélimar, le calisson d'Aix-en-Provence et le macaron parisien. Le macaron parisien est vraiment le produit qui nous a fait connaître en Tunisie, qui a fait connaître ma grand-mère. Et elle a adapté ces trois produits franco-français au goût tunisien, en ajoutant par exemple des fruits secs. Ça, c'est le calisson classique, comme on trouve à Aix. Et bien sûr, l'œil pour éloigner le mauvais œil. Qui cartonne, apparemment. Et c'est un de nos best-sellers. Leur mère a fait le tout premier trompe-l'œil en Tunisie, qui est cette cerise-là. Donc on a regardé la recette originelle, donc on l'a fait à la pâte de noisette. Ça, c'est un livre par exemple qui retrace un peu tous nos produits et son histoire. C'est ce qu'elle faisait un peu en Exactement. cuisine. Donc ça, c'est par exemple, vous avez des produits salés et sucrés. Et toi, t'avais peur que cet héritage se perde? Exactement, en fait, plus qu'avoir peur, je voulais lui rendre hommage. Revenir en France, là où tout a commencé, là où j'ai fait le chemin inverse pour lui rendre hommage et pour montrer son nom à tous les Parisiens. Ommi Aziza aurait créé la recette de la baklava tunisienne. C'est toi l'arrière-petite-fille de Ommi Aziza? Et oui, d'ailleurs c'est elle qui a popularisé la baklava en Tunisie. Et ça s'est passé là. C'est pas une pâtisserie, c'est une librairie. Avant, c'était la pâtisserie d'Ommi Aziza. Tout est resté depuis 150 ans. C'est les mêmes étagères. C'est là où on disposait les gâteaux. Et donc ici, on avait la première pâtisserie tunisienne. Exactement. On en parle dans la livre d'histoire parce que là, je vois plein de livres. Oui. Ben là, dans le livre de Tunis, tu as la pâtisserie fournie par Cheouch. Ce nom est synonyme de perfection en la matière. Bon, Imen, tu viens? On est dans mon atelier. Et aujourd'hui, on va faire la vraie baklava tunisienne. On va préparer la pâte, farine, beurre. Il y a des ingrédients secrets que je ne peux pas donner. Et c'est ton arrière-grand-mère qui t'a inspirée? Oui, c'était la prestance qu'elle avait. Elle était la première à ouvrir une pâtisserie? Oui, avec son père, bien sûr. Le papa était dans la boutique et il vendait les pâtisseries. Les femmes, elles étaient à la maison avant. Et papa me racontait qu'il avait une image artistique, en fait, de la maison, pleine de femmes en train de faire des gâteaux et les pâtisseries. Et du coup, elle vient d'où cette baklava? L'Empire ottoman. Ommi Aziza, il est d'origine turque. Avec sa famille, ils sont arrivés en Tunisie. Il n'y avait pas à l'époque toutes ces pâtisseries qu'on voit maintenant. En Turquie, on a fait une petite recherche. On ne retrouve pas la baklava et les pâtisseries, les touajen que faisait mon arrière-grand-mère. Donc je pense qu'elles ont créé leur propre recette. D'accord. Ce patrimoine, il ne faut pas qu'il se perde. Il faut le transmettre, il faut raconter son histoire. C'est mieux à la main? C'est mieux à la main, il faut avoir des muscles. On laisse reposer. Cette pâte, elle a bien reposé? Oui, on va faire des petites boules. Chaque petite boule, c'est Une feuille, en fait. On met jusqu'à 12 feuilles. C'est quoi que tu déposes? Les amandes, c'est les amandes de meilleure qualité. Maintenant, ils font avec tout. Ça y est, c'est prêt. Là, on verse le sirop, c'est ça? Il faut que ça s'imbibe de sirop pour que la baklava soit moelleuse. La baklava, on la voit dans quel type d'événement? Écoute, toutes les fêtes. Surtout dans les mariages. Il n'y a pas un mariage où l'on ne présente pas la baklava. C'est limite insultant. Tada! La baklava de Ommi Aziza est prête. Tu veux goûter? Allez, celle-ci, elle est pour toi. Oh, bah c'est gentil, merci. J'ai créé cette librairie pour dire je t'aime à la langue arabe et j'aimerais qu'elle soit accessible à tout le monde. Bonjour, bienvenue dans la librairie Aïcha. Alors Aïcha, c'est le prénom de maman. Je voulais lui rendre hommage de son vivant et aussi lui témoigner tout mon amour et toute ma reconnaissance. Et c'est maman qui m'a donné le goût du livre en lui-même. C'est important pour moi parce que ça permet justement à nos enfants qui grandissent ici, notamment en France, de valoriser leur langue maternelle. J'ai des livres
de personnages de Disney. Là, comme vous voyez, il y a Sophia, il y a Dumbo, il y a la Reine des Neiges, avec de magnifiques illustrations. Anna Dumbo, Anna Filon Sariron. Il y a même Paddington. J'aime beaucoup le personnage de Paddington. Et je regarde souvent ce dessin animé avec mes enfants. Il y a aussi les Amazirt, les Berbères. Et je tiens absolument à les mettre à l'honneur aussi. Donc, par exemple, vous avez ce livre-là. C'est un livre qui est traduit en Amazirt. Donc, il est en français. Et à chaque fois, on a la traduction, on a l'écriture en Amazirt. C'est important pour toi de parler à tout le monde? Oui, c'est important, en fait, en tout cas, d'essayer d'être dans cette dynamique-là, de m'adresser à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de, en fait, de se reconnecter. Les adultes s'intéressent. Il y a beaucoup d'apprenants qui cherchent en fait des livres bilingues justement avec des textes assez simples et je leur propose souvent ce livre-là qui s'appelle Al-Amir alladhi la yadhaku abadan. J'ai réalisé en fait un rêve d'enfant. C'est aussi une revanche sur la vie. C'est une façon d'entreprendre au féminin parce que je suis une femme et je suis originaire d'Algérie. Et tu proposes aussi des jeux? Oui, parce que l'apprentissage de la langue arabe peut être aussi ludique et amusant. Il y a un jeu de cartes Zayn. En fait, c'est le jeu de cartes double, mais en version langue arabe. Ça permet de découvrir la langue autrement. J'ai celui-là, par exemple, c'est l'un de mes préférés aussi, qui s'appelle Arabe et Cube. Je vais vous faire Lik, par exemple. Lem, Mia, Kef. Lik. C'est ici qu'on organise un concours 100% Darija? Oui, ça s'appelle Darija Day et j'en suis la cofondatrice. Ça se passe ici à Gennevilliers. Viens, je t'emmène avec moi. Et moi, je suis pas trop dans le thème là. Tout le monde est bienvenu. Le Maroc est connu pour son hospitalité. Donc, marhaba bikoum kamilin. Allez, on y va. Darija Day, c'est le premier concours d'éloquence internationale 100% en langue marocaine. Ils étaient 70 au départ. On en a sélectionné 8. Leurs discours vont porter sur des proverbes. Et l'idée, c'est de célébrer notre patrimoine culturel qui est tellement riche. J'espère d'ailleurs que tu restes jusqu'à la fin pour boire ton petit verre de thé. J'espère bien. الحمد لله. دونك اليوم جات عندكم هاد الوليه نطلب منكم ديروا النيه وقراو عليها شي هديه كلشي هنا. أنا le sujet اللي j'ai reçu aujourd'hui الإنسان اللي داق المسمار قال هو نجار. Pause. Pour ceux qui n'ont pas un très bon niveau en Darija comme moi, vous inquiétez pas, c'est traduit en français. Est-ce que tu peux nous faire un peu la traduction en français du sens finalement de ce proverbe marocain? C'est celui qui plante un clou et il va vous dire qu'il est menuisier. Mon sujet aujourd'hui, c'est le Radraktir ou Scott Hassan. On a tous les candidats qui sont passés et donc là, le jury est en train de délibérer. On a la gagnante même. La gagnante, ok. Et ça s'est passé comment la délibération? Ils m'ont forcé. Non, je rigole, c'est pas vrai. On a fait preuve d'éloquence et on a réussi à convaincre Jaafar. La grande gagnante est Doha. Je suis hyper contente d'avoir participé déjà à cet événement qui met en lumière l'identité marocaine. Bon, elle est déjà mise en lumière, mais là c'est encore plus avec le Darija Day. Je vais la mettre où? Elle est déjà dans mon cœur, parce que c'est un souvenir que je garde avant que ce soit un trophée, avant que ce soit un objet. Je suis née au Maroc, je suis très jeune, à l'âge de 5 mois. En France, quand j'étais jeune, le fait que je sois marocaine, puisque je n'ai pas été française tout de suite, était perçu comme une tare et j'avais un petit peu honte par rapport à la manière dont c'était reçu. Et aujourd'hui, non seulement j'en suis fière, j'ai compris que c'était une force et j'organise des concours où je parle fièrement le Darija sur scène et où j'invite d'autres personnes à le faire. Donc t'imagines que la fierté, c'est trop faible pour décrire mon état d'esprit. On a hâte de retrouver tout le monde pour la prochaine édition qui aura lieu au mois de juin. شغيلقاو في متحف ديال الحمار. On est au musée de l'âne de Tanger, un vrai musée avec des vraies œuvres d'art. 150 artistes du monde entier ont participé au projet de rendre hommage à cet animal. C'est l'animal qui a construit avec nous notre civilisation en général, mais qui continue au jour le jour à supporter, soutenir, porter le Maroc dans l'Atlas. Et donc pour moi, c'était une façon de lui rendre hommage, de le remettre à sa juste valeur, à sa juste place. Cette photo est hyper symbolique parce qu'on voit le musée du patrimoine immatériel de Marrakech. C'est l'âne qui porte les matériaux de construction pour reconstruire le musée du patrimoine immatériel. Donc il y a tout le sens symbolique dans cette image-là. Les gens peuvent venir consulter les livres sur la terrasse. Les œuvres changent énormément. Donc beaucoup de visiteurs, en repassant une deuxième fois, me disent « mais j'ai jamais vu ça ». Il y a autant des sculptures, des peintures, des dessins, des livres, de la photographie, des archives
scientifiques sur le trafic des animaux. C'est un musée très vivant qui vous invite à venir découvrir, redécouvrir notre amour des animaux à travers l'art. Le patrimoine français nous appartient. Il appartient à tous les Français et toutes les Françaises. C'est un bien commun. En 2010, j'ai tourné dans la série Merlin, qui est une série anglo-saxonne qui se tournait au château de Pierrefonds. J'ai eu un coup de foudre pour ce château-là. Et de là, j'ai décidé d'allier ma passion pour les châteaux avec ma passion pour la vidéo et utiliser un moyen assez inédit, le drone, pour pouvoir les filmer. On a un accès privé au château. C'est une dingue ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des plans de ouf. Ça a commencé avec le château de Versailles. Vu l'engouement que ça a eu, je me suis dit, tiens, je vais faire ça avec tous les châteaux. Et je suis passé de je filme en cachette dans un château et je me barre, je m'enfuis, je fais le montage, je leur balance sur Instagram et j'envoie un message d'excuse au château. Je suis contacté par les vicomtes, les comtes, les comtesses des châteaux et qui me disent, viens filmer, on aime ton travail, viens filmer notre château. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire, non pas parce que c'est un prof ou des profs qui m'ont donné envie, non, au lycée, au collège, ils m'ont plus dégoûté qu'autre chose. C'est après, en m'intéressant au château, à l'histoire, c'est là où je me suis dit, mais attends, mais il y a tellement de choses à apprendre sur la France, notamment sur l'histoire de France. Tu verrais les histoires de malades qu'il y a, tu vois, les rois maudits, l'affaire des poisons, les histoires avec Louis XIV, les embrouilles entre reines, tu vois, c'est pire que Game of Thrones, tu vois, l'histoire de France. Et ça me fait plaisir quand je reçois des messages de gens qui partent en famille avec leurs enfants, ils m'envoient des selfies dans les château, ils me disent, ouais Amine, voilà, t'as balancé telle vidéo dans tel château, aujourd'hui je suis avec ma famille, moi ça me fait plaisir. Nous sommes actuellement au château de la Belle au Bois dormant. Bienvenue au château d'Ussé. Un château, moi, qui m'a marqué, de par son histoire, c'est le château de Vaux-le-Vicomte. C'est lui qui a inspiré le château de Versailles. T'as Louis XIV qui a mal pris que le propriétaire du château, Nicolas Fouquet, fasse une fête grandiose. Il a fait des feux d'artifice, des grands bals. Louis XIV, il a pris un peu de travers et hop, direction la prison. En Roumanie, le château du comte Dracula, le château de Neuschwanstein en Allemagne. J'espère pouvoir le faire avec les autorisations qui vont avec. Là, en France, je me suis permis de tourner quelques châteaux sans autorisation. Je t'avoue que je ne le tenterai pas à l'international. J'ai pas envie de me faire péter.